Bonjour à toutes et tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je suis pas passée derrière la caméra, mais je profite d'une journée de récupération pour le faire. Malheureusement pour moi, il fait pas un soleil magnifique, il fait même assez gris, mais j'ai l'impression que la lumière ça va quand même, donc tant mieux. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Pour vous bilanter deux challenges qui sont terminés. Le premier c'est le Cold Winter Challenge, qui s'est donc terminé le 28 février. Bon, on est début avril, ça va... très en retard. Et le deuxième challenge que je voudrais bilanter aujourd'hui, c'est The Irish Readathon, qui s'est donc terminé le 31 mars. Alors là, on pourrait presque dire que je suis en avance sur mes performances habituelles. J'avais dit que je vous ferais une vidéo pour vous présenter ma pile à lire pour The Irish Readathon. Vous ne l'avez pas vu passer, parce qu'elle n'a jamais été tournée. En fait, la dernière semaine du mois de février, j'ai pas eu le temps, la première semaine du mois de mars non plus. Et puis après, je me suis dit, oh, est-ce que ça vaut bien le coup, le temps de la filmer et de la monter, ça va être le 20 mars. Est-ce que c'est vraiment très utile de faire cette vidéo? Voilà. Mais je vous fais un bilan aujourd'hui, donc vous aurez quand même un petit aperçu de mes lectures irlandaises de cette année 2022. Mais avant de vous saouler avec l'Irlande, je vais revenir donc sur le célèbre Cold Winter Challenge. J'avais fait une vidéo pour le coup, présentation de ma pile à lire, vidéo que vous avez plutôt appréciée. Dans cette vidéo, je vous présentais les 16 livres que j'espérais lire pendant les 3 mois du Cold Winter Challenge. J'avais prévu un livre par sous-catégorie. Je vais vous présenter les livres un par un, enfin en tout cas ceux que j'ai lus. Pour le menu Magie de Noël, il y avait donc 3 sous-catégories. La première, c'était All I Want for Christmas, et donc il fallait lire une romance de Noël. J'avais choisi à cette occasion de sortir de ma pile 3 romances de Noël, donc un gros pavé. Chez France Loisirs, 3 romans ou novellas par 3 auteurs, autrices différentes. Les deux premiers, respectivement de Juliette Bonte et Caro M. Lynn, sont vraiment des romans, puisque la première histoire s'étend sur 350 pages, la deuxième sur un peu plus de 250 je crois, donc ce sont de vrais romans. Le dernier texte est plutôt une novella, pour le coup c'est signé David Lange, et ça fait une centaine de pages. J'ai pas passé un mauvais moment avec ces 3 histoires, juste je regrette toujours le même schéma qui me saoule personnellement, c'est-à-dire qu'on va retrouver à chaque fois une jeune héroïne qui est un peu naïve, qui a un travail pas forcément très important, ou en tout cas qui a une instabilité financière, une instabilité professionnelle, une instabilité familiale, bref, qui est pas hyper en phase, qui est un peu paumé. Et à côté de ça, en face, au contraire, on va avoir le héros qui est le mal alpha, j'ai envie de dire, donc qui est beau gosse, qui souvent est très riche, qui réussit vraiment professionnellement. Souvent, il a une famille en or, une famille très soudée, et globalement, les 3 histoires reprennent ce schéma, et personnellement, j'en ai plein le dos de voir ça. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne tant que ça, ce schéma-là. Je me dis, est-ce que ça serait pas possible de l'inverser? Déjà, ça serait pas mal. Ou encore mieux, est-ce que ça serait pas possible d'avoir 2 héros, 2 personnages principaux, qui seraient sur un pied d'égalité dès le départ, qui est pas un système dominant-dominé professionnellement, voilà. Je trouve ça fou qu'on n'arrive pas à écrire des histoires où les 2 protagonistes seraient, ouais, sur un pied d'égalité. Alors peut-être que ça passionne moins, personnellement ça m'attirerait plus parce que ça serait plus des situations dans lesquelles je pourrais me reconnaître, et ça me ferait peut-être même plus rêver que des choses qui, je le sais pertinemment, n'arriveront pas. Enfin, personnellement, je sais que je ne croiserai jamais un milliardaire beau gosse célibataire dans mon quotidien. Enfin, voilà, j'ai 35 ans, j'en ai jamais croisé et je crois que ça n'arrivera jamais. A priori, je n'évolue pas dans les bonnes sphères, je ne vais pas dans les bonnes soirées, je ne sais pas. Pas que je le souhaite, hein. Tout va bien avec Monsieur Loup. On est sur un pied d'égalité dans tous les domaines et je pense que ça nous convient très bien à tous les deux. Et j'aurais pas voulu quelque chose de différent. Mais bref, tout ça pour dire que moi, ce qui me ferait plus rêver, ce serait des romances plus normales en fait, plus lambda, dans lesquelles je pourrais plus me reconnaître. Et là, le fait que ce soit forcément quasiment toujours le même schéma, déjà ça m'ennuie, et en plus je m'y reconnais pas du tout, et donc ça ne me fait pas rêver du tout.
Une fois que ça c'est dit, à côté de ça, pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal d'humour dans toutes les histoires, même un petit peu d'émotion, donc globalement ça fonctionnait plutôt bien. Une lecture légère qui vide la tête, entre deux titres un petit peu plus compliqués, c'est quand même pas trop mal passé. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'appelait Lettres au Père Noël et il s'agissait de lire soit un titre épistolaire, soit un titre jeunesse. J'avais choisi Plus froid que le pôle Nord de Roddy Doyle aux éditions Flammarion collection Tribal. Titre que j'ai lu, ça fait plusieurs années que je le mets dans mon Cold Winter Challenge sans jamais le sortir de ma pile à lire. Cette année c'est fait. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre parce que la quatrième de couverture est assez obscure, assez sibylline. J'hésitais même à me dire, ça se trouve il y a un petit peu d'imaginaire là-dedans, il y a des petits éléments fantastiques. Alors non, pas du tout, hein. C'est vraiment de la littérature ado contemporaine. On va suivre une famille plutôt dysfonctionnelle, recomposée en fait. Une fille aînée qui va devoir accueillir deux petits frères d'une mère différente, hein. Les trois enfants ont le même père mais pas la même mère. Et lorsque la fille aînée arrive à l'adolescence, en fait elle le vit très mal, elle fait vraiment une crise assez horrible, elle s'en prend à sa belle-mère, elle s'en prend à ses petits frères, voilà, c'est l'adolescence assez compliquée. Pour essayer un petit peu de désamorcer la bombe, les deux parents vont se mettre d'accord, la mère va partir avec ses deux fils et ils vont partir tous les trois en Laponie, ils vont partir 15 jours en vacances, ils vont faire du chien de traîneau, ils vont partir au milieu de nulle part, en pleine neige, ça va resserrer un petit peu leurs liens et puis ils vont pouvoir se retrouver vraiment tous les trois sans cette ambiance un petit peu pesante, alors que la fille aînée va rester avec son père à Dublin puisque Roddy Doyle est un auteur irlandais, donc il place souvent ses histoires en Irlande et la plupart du temps à Dublin. Donc le père et la fille vont rester tous les deux, le dialogue va être assez compliqué à retrouver, d'autant plus que la mère biologique de l'adolescente va arriver des États-Unis pour passer du temps un petit peu avec sa fille. Elles ne se sont pas vues depuis plus de 10 ans il me semble, enfin en tout cas de nombreuses années. Les retrouvailles sont un petit peu particulières. Donc on va avoir vraiment deux sortes de chapitres parce qu'on va suivre deux groupes de personnages différents. On suit quand même beaucoup plus la mère et ses deux fils en Laponie et on est vraiment immergé dans ces paysages nordiques enneigés avec les chiens de traîneau. J'ai vraiment beaucoup aimé ces passages là où les deux garçons en fait vont partir un petit peu à l'aventure. À un moment, bon je vous raconte pas tout, mais ils vont se retrouver perdus dans la neige. J'ai trouvé que c'était hyper immersif. Alors c'est pas un titre qui est hyper original, qui est super waouh, mais j'ai trouvé ça plutôt efficace, assez authentique dans les relations parents-enfants, les problèmes de l'adolescence, la fraternité, la fratrie, voilà, donc des thématiques assez intéressantes. C'est un titre qui est très court et qui se lit très vite parce que il n'y a pas beaucoup de texte sur chaque page, c'est très aéré. Mais voilà, je trouvais que c'était efficace, que ça se lisait plutôt très bien et c'est plutôt une très agréable surprise. En tout cas, ça me réconcilie plutôt avec Roddy Doyle, qui est un auteur que j'ai déjà lu à plusieurs reprises et qui jusque-là m'avait soit déçu, soit pas forcément hyper convaincu. Je pense que de tous les romans que j'ai lus de lui, qui sont surtout des romans jeunesse, ado, c'est quand même celui que j'ai préféré et de loin. La dernière sous-catégorie de ce menu magie de Noël s'appelle Danse de la Fée Dragée. J'avais choisi de lire le deuxième tome des Sentiers des Astres de Stéphane Plateau aux moutons électriques. En fait je l'ai pas lu, ça fait des années qu'il est dans ma pile à lire. Je pense que j'avais eu un petit peu peur de me lancer dedans parce que j'avais peur d'être un petit peu perdue étant donné que j'ai lu le premier tome il y a des années, premier tome que j'avais adoré, mais là voilà, j'avais l'impression que me plonger dans cette fantaisie ça allait me demander un effort pas considérable mais un peu plus d'effort que de me plonger dans de la romance par exemple. J'avais pas trop le courage, alors que c'est complètement stupide parce que je suis persuadée que je vais adorer ce deuxième tome. Je continue avec le deuxième menu, Marcher dans la neige. Là aussi 3 sous-catégories. La première sous-catégorie s'appelait Pôle Nord. Il s'agissait de lire un livre en rapport avec le froid, l'hiver ou la neige. Et moi j'avais choisi de lire Le Dernier Ours de Charlotte Bousquet. Je vous le montre puisque je l'ai lu. Donc un titre qui est assez hybride. Il a été publié chez Rajo dans la collection Thriller, mais il peut aussi être rangé dans la collection un petit peu SF puisque ça se passe dans un futur plus ou moins proche et qu'on va parler un petit peu expérience scientifique. C'est un titre que j'ai trouvé efficace dans le développement de l'intrigue. C'est vraiment un page turner, une course poursuite. En revanche j'ai été un petit peu déçue par le dénouement que j'ai trouvé très triste, désespéré, désabusé. Et en fait je comprends ce choix de dénouement
mais j'attendais autre chose. Donc c'est une histoire qui se déroule dans un Groenland un petit peu futuriste, on est dans les années 2030, donc c'est quand même assez proche de nous. Le Groenland est redevenu une sorte de colonie du Danemark. Les populations de locaux, d'autochtones, donc les Inuits, sont plus ou moins chassés de chez eux, et en fait on leur laisse le choix. Soit ils restent sur leurs terres ancestrales, mais dans ce cas-là ils seront vraiment très très pauvres, d'autant plus qu'avec la pollution, toutes les ressources naturelles de nourriture, etc. se sont appauvries, donc c'est très 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 compliqué. Il y a en plus un sol qui est très riche en ressources naturelles, et donc forcément toutes les grandes nations se battent pour le pétrole, etc. Bon bah voilà, hein, des choses qu'on connaît même en 2022, hein. C'est pas du tout extravagant comme hypothèse de ce qui pourrait arriver au Groenland en 2030, dans les années 2030. Donc les populations autochtones, soit effectivement elles restent sur leur terre ancestrale, mais c'est très très dur, hein, soit elles acceptent finalement de se mélanger à l'envahisseur entre guillemets, et donc d'aller dans des capitales pour pouvoir trouver un travail et gagner de l'argent. Mais c'est renoncer à leurs origines, à leurs coutumes, etc. Donc c'est un choix qui est assez compliqué. On va suivre une jeune fille qui est donc une descendante des Inuits, qui travaille dans un zoo de la capitale du Groenland, et en fait elle est soigneuse du dernier ours qui est né à l'état naturel, ours qui s'appelle Anuri. Voilà, c'est le dernier ours qui est né libre. Le problème, c'est que un soir, alors que 2 employés du zoo sont payés pour aller prélever du sang sur Anuri, il va y avoir un incident. L'ours va forcément très mal le prendre et va s'en prendre aux 2 employés. Il va blesser l'un d'eux très grièvement et l'autre va être choqué. Le directeur du zoo va en conclure que Anuri est devenu un danger, donc il faut l'éliminer. Je vous fais un très gros résumé parce que derrière tout ça, il y a une idée de complot un petit peu au niveau du sang, des gènes. La soigneuse qui s'appelle Karen, elle accepte pas que son meilleur ami, l'ours, soit tué. Donc elle va prendre la décision de fuir, et de fuir vers le nord, puisqu'elle a entendu parler d'un refuge pour animaux, une sorte d'Eldorado un petit peu écolo. Donc elle part dans un camion avec l'ours enfermé dans un camion, et avec 2 autres jeunes personnes qui sont un petit peu des rebelles qui tentent de l'aider. Ils sont poursuivis forcément sur la route, et on va découvrir cette course-poursuite pleine de dangers et de rebondissements. J'ai trouvé que ça fonctionnait super bien, le rythme est très très cool, mais comme je vous le disais, la fin m'a désespérée. Alors je peux comprendre qu'on choisisse cette fin là, comme je vous le disais, mais j'aurais aimé que Charlotte Bousquet mette un petit peu plus d'espoir dans sa conclusion, et disons que ce soit une conclusion qui permette d'ouvrir les portes sur quelque chose de plus positif. Deuxième sous-catégorie de ce menu marché dans la neige, ça s'appelait Pôle Sud, pour faire le pendant de Pôle Nord, et là il fallait lire un livre dont les thématiques pouvaient être le voyage, le cheminement personnel. J'avais choisi un livre qui traînait dans ma bibliothèque depuis des années, Le Flibustier du froid de Ludovic Rosmorduc aux éditions du Rier, maison d'édition qui n'existe plus, donc je vous le dis tout de suite, si c'est un livre qui vous intéresse, je pense que vous ne pourrez le trouver que d'occasion. Franchement, j'allais dans cette lecture sans savoir quasiment rien du résumé et sans aucune attente. Et en fait, ça a été une super agréable surprise. Alors c'est pas un coup de cœur, mais franchement c'est une lecture qui a vraiment bien fonctionné sur moi. J'ai trouvé que l'écriture était efficace et maîtrisée, et surtout hyper immersive. On va être dans une bourgade côtière, on va rencontrer un jeune garçon dont le père est pêcheur. Donc le père fait partie d'une confrérie de pêcheurs qui aimerait se rebeller contre le pouvoir, puisque le prix des taxes, c'est compliqué, enfin bon bref, ils s'en sortent pas. Malheureusement la rébellion va très mal se passer, et le père va se faire tuer sous les yeux du fils. Je vous spoil pas trop, hein, parce que c'est ce qu'on voit vraiment au tout début, hein, c'est le début de l'histoire. Le fils va donc se retrouver livré à lui-même, et il va beaucoup regretter de ne pas avoir été plus proche de son père, parce que son père aurait aimé qu'il devienne pêcheur comme lui, alors que le garçon, lui, depuis la mort de sa mère, ne s'intéressait qu'à s'évader à travers des livres de piraterie notamment. Bref, le père et le fils n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde, et donc ils étaient plutôt en conflit. Bref, à la mort de son père, l'adolescent se retrouve seul, et il va faire la rencontre de 2 personnages assez
assez étonnants, notamment un ancien voyou mercenaire qui va se faire embaucher sur un navire pour partir à la recherche d'un trésor, et il va se prendre d'affection pour l'adolescent et donc il va l'entraîner avec lui dans cette aventure. Et l'autre personnage, c'est une femme qui va faire office un petit peu de mère de substitution. Enfin bon, bref, le trio va entrer sur le navire un petit peu de façon clandestine, et ils vont tous les trois partir à l'aventure avec l'équipage. L'équipage et le capitaine, eux, ont en tête d'aller pêcher dans des zones très éloignées au nord pour aller pêcher des baleines, des phoques, etc. parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Et nos trois personnages principaux, eux, sont plutôt à la recherche légendaire d'un trésor et d'un pirate. On va donc naviguer sur les eaux très froides tout au nord, et des choses bizarres vont commencer à arriver. Ils vont tomber sur un navire qui est échoué, un navire un peu fantôme, et ils vont trouver les cadavres, les squelettes de tout l'équipage qui semblent être morts tous au même moment. Mais pourquoi ? Ils vont trouver une petite fille qui a survécu, qui est en haillons, voilà, qui est complètement traumatisée. Elle semble être la seule survivante de cette épidémie, où on ne sait pas trop ce qui s'est passé, en tout cas voilà. Et en fait, une fois qu'ils auront fait cette découverte assez étrange, il va se passer des événements surprenants à la limite du fantastique. Alors ce que j'ai aimé, c'est l'ambiance. On surfe beaucoup sur le fantastique justement, c'est hyper immersif, on sent le froid, on nous décrit des orteils, des doigts qui tombent à cause des engelures, on s'y croit. Franchement voilà, et il y a même quelques scènes qui sont un petit peu effrayantes quand même sur ce bateau fantôme avec cette petite fille un petit peu étrange. Bon, je vous en dis pas plus. Ça fonctionne plutôt très bien, j'y ai cru. Mais là encore, le dénouement m'a paru un peu facile, un peu précipité. Il est parti dans une direction que j'imaginais pas du tout. Donc dénouement un petit peu en dessous du reste, mais en tout cas pour l'aventure qu'il y a avant, pour tout le développement, je trouvais que c'était une lecture qui valait le coup, et encore une fois qui fonctionnait. Si vous aimez tout ce qui est l'île au trésor de Stevenson, franchement c'est totalement dans la même veine, avec une pointe de fantastique en plus, ça devrait vous plaire. Enfin, dernier titre lu pour cette troisième sous-catégorie qui s'appelait Forêt enneigée, et donc il fallait lire un livre qui mettait en avant les animaux, l'écologie ou le nature writing. Moi j'avais choisi une lecture un petit peu rapide puisque j'avais choisi la BD La baleine blanche des mers mortes de Aurélie Wallenstein et Olivier Boiscommun. Je vais jamais y arriver. Comme je vous le disais dans le book haul dans lequel je vous ai présenté cette BD, Mers mortes, ça n'a pas été un roman que j'ai franchement apprécié, donc j'étais un peu sceptique sur cette BD, et en même temps j'étais quand même assez curieuse de voir. Et effectivement, j'ai trouvé que ce spin-off était plutôt très efficace. Ça m'a réconcilié un petit peu avec l'histoire de Mers morte, ou en tout cas avec le personnage qu'on découvre dans Mers morte qui est Bengal, puisque là on voit le avant Mers morte, donc ce qui s'est passé avant pour ce personnage-là. Et ça m'a intéressée, et ça m'a permis de m'attacher à ce personnage, d'être un petit peu plus touchée par lui et par son passé, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai aussi plutôt apprécié les planches à l'aquarelle que j'ai trouvées très jolies dans des teintes très percutantes. Voilà, donc une belle découverte. Le troisième menu de ce Cold Winter Challenge, c'était sorcellerie hivernale. Première sous-catégorie, étoiles des neiges. Donc là, il était plutôt question d'astrologie, d'astronomie ou de science-fiction. J'avais un petit peu détourné cette thématique-là en choisissant de lire Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, qui est pas du tout de l'astrologie, de l'astronomie ou de la science-fiction. Mais il y avait le mot étoile dans le titre, et ça se passait en hiver. Je vais pas vous parler très longuement de ce titre-là puisque je l'ai déjà fait dans la vidéo de mes flops, enfin de nos flops avec Jason, puisque on a présenté nos tops et nos flops dans 2 vidéos, et à chaque fois c'était nos tops et nos flops à tous les deux, enfin tous les deux, chacun les nôtres, mais tous les deux présentés dans les mêmes vidéos. Et donc Les étoiles brillent plus fort en hiver, ça a été, je pense, ma plus mauvaise lecture de l'année, tout simplement parce que c'est une lecture que j'ai trouvée très problématique. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo qui présente
présente nos pires flops de l'année 2021. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'était Baba Yaga. Il s'agissait de lire un livre avec les thématiques sorcières ou féminisme. J'avais choisi de lire À la grâce des hommes de Hannah Kent et malheureusement je n'ai pas eu le temps de lire ce titre-là qui pourtant me fait très envie parce que comme je vous le disais dans la vidéo de présentation du Cold Winter Challenge, Hannah Kent je l'ai lu avec son livre Dans la vallée que j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur et je suis sûre que À la grâce des hommes ça va être pareil. Enfin, troisième sous-catégorie de ce menu s'appelait Yule. Il s'agissait de lire un titre qui parlait de mythes, de légendes ou de contes et moi j'ai choisi de lire Ariadné qui est le premier tome entre guillemets de la série De l'autre côté du mythe. C'est écrit par Flora Boukri et moi j'ai l'édition France Loisirs. C'est édité originellement chez Gulfstream. Je vous dis que c'est un premier tome entre guillemets puisqu'en fait c'est plutôt une collection de titres qui revient sur les figures féminines dans la mythologie et qui met en avant ces figures féminines à la base secondaire. Donc c'est une volonté qui est très louable je trouve, en tout cas moi ça m'inspirait beaucoup et j'étais très curieuse de découvrir ce premier volume de la collection donc dédié à Ariadne ou Ariane. Je pense qu'on connaît tous plus ou moins le fil d'Ariane, le Minotaure, etc. Donc j'étais hyper curieuse de découvrir ce titre qui est plutôt destiné à la jeunesse, plutôt beaucoup même destiné à la jeunesse à la base, aux adolescents. Et en fait, eh ben, je dois vous avouer que j'étais un petit peu sceptique. J'ai l'impression que la plupart des gens qui l'ont lu ont beaucoup apprécié ce premier tome. Moi j'avoue que j'ai le cul un petit peu entre deux chaises et j'ai trouvé qu'il y avait des trucs super intéressants là-dedans et en même temps des trucs qui allaient pas du tout. J'ai eu du mal à mettre vraiment des mots sur mon ressenti quand j'ai fait la chronique Instagram et la chronique sur le blog et je sais pas si je vais mieux réussir aujourd'hui à vous en parler. En fait, ce qui m'a plu, c'est la volonté de mettre en avant un personnage secondaire, ça c'est clair. Ce qui m'a plu aussi, c'est le désir de créer un contexte antique grec vraiment très prégnant, très palpable, très présent, puisque Flora Boukri utilise un vocabulaire qui est très spécifique, limite archéologique. D'ailleurs, dès la première page, il y a au moins 4 astérisques qui renvoient à la fin à un glossaire pour avoir les définitions exactes des termes. Donc je me suis dit ah bah c'est cool, on va vraiment partir dans un truc hyper, pas poussé mais hyper développé, hyper sérieux, hyper réaliste. Et en fait, à côté de tout ça, on va avoir une héroïne qui est vraiment le cliché de l'ado dans la littérature ado, qui tombe amoureuse comme ça en un claquement de doigts et qui agit, qui a des émotions pas du tout crédibles, hyper cliché, hyper ado, hyper... ça m'a pas plu du tout. Globalement. Voilà, un contexte qui laissait presque présager qu'on allait avoir un texte qui allait être développé, hyper, je sais pas forcément introspectif, mais presque très adulte à la Circé de Madeline Miller, et en même temps des personnages qui agissent de façon complètement complètement ado, pas du tout crédible, pas du tout réaliste. Et donc cette collision des deux, ça l'a pas fait du tout et ça m'a gênée. Et puis ce qui m'a gênée aussi, c'est qu'on nous dit que on met en avant une héroïne forte, on a envie de la réhabiliter, de la mettre au premier plan, et pourtant dans la forme, et ben en fait c'est un texte qui va être séparé en 3 chants, un petit peu à la façon des théâtres antiques, et chaque chant est dédié à un personnage différent. Certes, le premier chant est consacré à Ariane, mais le chant suivant est consacré à Thésée et le dernier chant à Pasiphae. Et donc au final, Ariane, elle se retrouve une nouvelle fois presque mise de côté, et puis tous ces agissements finalement m'ont donné l'impression qu'elle était uniquement un pion entre les mains des dieux, parce que malgré le fait qu'on nous dit que c'est une figure qui prend ses décisions par elle-même, qui est forte, qui se retourner face à son destin, etc., au final, cette amour qu'elle va ressentir pour Thésée en un claquement de doigts, c'est tellement pas crédible et réaliste qu'on a l'impression que c'est imposé par les dieux, que c'était le destin, que de toute façon c'était comme ça que ça devait se passer. Et donc je vois pas du tout de ce fait comment elle peut être maître de son destin et prendre ses décisions, puisqu'elle est même pas libre de ses sentiments en fait. Bref, je sais pas si c'est très clair pour vous, c'est assez peu... Enfin c'est pas que c'est pas clair dans ma tête, mais c'est que je peine à exprimer ce que j'ai ressenti. En tout cas, j'ai vraiment eu le cul entre deux chaises dans cette lecture. Il y a des choses qui me plaisaient énormément et qui étaient très prometteuses, et en même temps l'exécution, j'ai trouvé ça hyper maladroit et j'ai été déçue. Voilà.
Si vous avez lu ce titre-là, et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis assez curieuse franchement de voir si ça vous a plu, ce qui vous a plu, si ça a répondu à vos attentes. Et si vous avez lu les tomes suivants, n'hésitez pas aussi à me faire vos retours parce que je suis quand même assez curieuse de lire au moins le tome suivant, enfin en tout cas le volume suivant de cette collection. Quatrième menu de ce Cold Winter Challenge, hiver sombre, avec 4 sous-catégories. Première sous-catégorie, Scrooge. Et donc là il fallait lire un livre qui mettait en scène un anti-héros, un conflit, un mensonge, etc. J'avais choisi de lire La Neige Noire de Paul Lynch pour faire rentrer un peu de littérature irlandaise dans ce défi. C'est un livre je crois que j'avais déjà prévu dans une autre pile à lire et que je n'avais pas lu. Bah là encore malheureusement je l'ai pas sorti de ma bibliothèque. Là aussi parce que je pense que j'ai pas eu le courage de me lancer dans ce titre là qui est un titre que j'imagine assez rude. J'ai déjà lu Paul Lynch il y a quelques années maintenant avec Grace qui parlait de la famine en Irlande et qui était très pesant. Une façon d'écrire et une thématique très dramatique et je m'attendais à ce que La Neige Noire ça soit pareil. Deuxième sous-catégorie, stalactite ensanglantée. Donc là c'était plutôt du côté de l'horreur, du thriller. Je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai prêté à ma maman. Il s'agit du tome 2 de Gardez l'œil ouvert de Victoria Charlton et là pour le coup c'est plutôt du documentaire et pas du roman. Donc je l'ai lu et comme le premier tome j'ai beaucoup aimé, je pense que j'ai même encore plus aimé que le premier tome puisque j'ai trouvé que c'était encore plus documenté et qu'il y avait un effort de fait sur la présentation et notamment sur les illustrations. Si vous ne connaissez pas Victoria Charlton qui est youtubeuse à la base, c'est du true crime ou du fait divers. En fait la youtubeuse qui est québécoise revient sur des affaires qui se sont déroulées dans n'importe quel pays sur le globe, bon principalement aux États-Unis puisque c'est là que se passe le plus de crimes et faits divers, à quasiment toutes les époques, principalement quand même au 20e et 21e siècle. Je l'ai déjà dit quand je vous ai présenté le premier tome et le deuxième d'ailleurs puisque je vous en ai parlé dans ma vidéo top de l'année 2021. Victoria Charlton a toujours une sorte de respect dans ses écrits pour les victimes, c'est pas du tout du sensationnalisme et j'apprécie vraiment beaucoup sa démarche. Voilà, je vous invite à aller voir ses vidéos si ces thématiques là vous interpellent. Troisième sous-catégorie de ce menu hiver sombre, Père Fouettard. Donc là on parlait plutôt de forces obscures, d'enfer et de démons. Je ne peux pas vous montrer le livre, pas parce que je ne l'ai pas lu mais parce que je l'ai revendu sur Vinted. Il s'agit du livre Hiver Noir de Céline Rosenheim aux éditions Flamèche je crois. Donc une petite maison d'édition qui n'existe plus maintenant il me semble. Là encore si c'est un titre qui vous interpelle, je pense qu'il faut plutôt que vous vous tourniez vers l'occasion et notamment sur Vinted. Il me semble que j'ai vu d'autres exemplaires qui étaient en vente. Donc tout petit livre d'une centaine de pages qui se déroule en Islande, dans une Islande contemporaine puisqu'on va suivre une jeune héroïne étudiante qui s'appelle Mélisande. Mélisande c'est plutôt une jeune fille qui est un peu paumée, a des troubles mentaux, enfin des troubles mentaux, non c'est pas du tout le terme que je voudrais trouver. Elle est suivie pour dépression et elle se médicamente assez lourdement et en tout cas de plus en plus. Mais son rêve depuis des années c'est de partir en Islande parce que c'est vraiment un pays qui la fascine. Donc il y a une autre étudiante qui s'appelle je ne sais plus comment, qui est il me semble suédoise ou finlandaise, qui lui propose de partir toutes les deux en vacances en Islande pour découvrir le pays et puis faire un petit road trip, voilà, pour se changer les idées et pour découvrir d'autres horizons. Donc Mélisande accepte, elle se dit que c'est peut-être l'occasion d'un nouveau départ ou en tout cas de se requinquer, de sortir un petit peu la tête de l'eau. Mais très vite, une fois qu'elles arrivent en Islande, il y a une certaine pesanteur qui arrive sur ses épaules. Elles louent une voiture, elles vont tomber en panne dans le sud, je pense, de l'Islande. Et en fait, elles vont trouver une ancienne maison qui était d'anciennes chambres d'hôtes. Le propriétaire va les accueillir et va leur proposer de rester au moins une nuit, le temps qu'elles trouvent un réparateur pour pouvoir reprendre la route. Et en fait, ce propriétaire, il est quand même très étrange. Et puis l'amie de Mélisande au fil des heures va elle aussi changer de comportement. Mélisande elle-même va changer de
comportement, leurs relations vont être de plus en plus tendues. Finalement, alors qu'elles devaient rester vraiment qu'une seule nuit dans cet ancien gîte, elles vont y passer plus de temps et puis il va y avoir des tensions, des conflits qui vont se mettre en place. Voilà, des choses un petit peu fantastiques qui se mettent en place, toujours avec cette atmosphère tendue, pesante, qui fonctionne plutôt bien. Franchement, on sent que l'autrice connaît l'Islande, que c'est un pays qu'elle a déjà visité, ou en tout cas qui la passionne, parce qu'elle nous en parle très très bien. En revanche, j'ai eu plus de mal avec le personnage principal, qui est cette jeune fille très 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 paumée, qui se médicamente de plus en plus, qui est en proie à la dépression. J'ai eu du mal à la comprendre et j'ai eu du mal à m'attacher à elle, parce que je ne comprenais pas ses agissements. Et en même temps, je comprends pourquoi l'autrice a choisi une héroïne dans cette situation mentale et sous médicaments, puisque évidemment ça participe à l'aspect fantastique de l'histoire. Parce que forcément, nous en tant que lecteurs, on se demande s'il y a vraiment du surnaturel, du fantastique là-dedans, ou si c'est parce que l'héroïne a des hallucinations et s'imagine quelque chose. Donc vous voyez, il y a le doute et je comprends que effectivement l'autrice ait fait ce choix pour son récit, pour les péripéties, pour les rebondissements, etc. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait une certaine naïveté dans l'écriture de ce personnage et dans les dialogues. En revanche, pour les descriptions, encore une fois, de l'Islande, là ça fonctionne super bien et c'est très immersif. Donc il y a du bon et il y a du moins bon. Je termine avec le dernier menu de ce challenge qui était donc cocooning hivernal avec 3 sous-catégories. La première, marron glacé, donc il fallait lire du feel good ou un livre qui était comme une petite gourmandise, et j'ai choisi de me lancer à nouveau dans de la romance et j'ai choisi à nouveau un recueil de nouvelles avec L'amour s'invite à Noël, proposé par 6 autrices, oui, que des femmes différentes, et c'est un titre publié aux éditions France Loisirs. En fait, il y a 6 autrices différentes, 6 nouvelles, mais la petite particularité, c'est que 3 de ces nouvelles sont séparées en 2. Vous allez avoir une toute petite partie qui s'intitule Un an après et qui fait office de nouvelles supplémentaires. Donc en fait on nous dit qu'il y a 9 nouvelles là-dedans, mais en fait c'est 6 nouvelles dont 3 qui ont une suite. En gros, j'espère que c'est clair. Globalement, j'ai trouvé que c'était des nouvelles qui étaient plutôt efficaces. Certaines plus que d'autres, certaines m'ont plus touchée, certaines m'ont plus fait sourire, m'ont plus marqué. Mais globalement, j'ai pas trouvé de choses problématiques là-dedans. Ou la mise en avant de héros-héroïnes qui était plutôt bienvenue. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est Tony Béard qui met en avant une héroïne qui est grosse. Et voilà, c'est pas si fréquent dans des romances, que ce soit des romances sur un support papier ou à la télévision par exemple, hein. Je pense qu'on voit très très peu d'héroïnes grosses, d'héroïnes avec un handicap. D'ailleurs ça me fait penser qu'au mois de décembre j'avais regardé un téléfilm, je sais plus sur quoi, qui mettait en avant une héroïne qui était en fauteuil roulant et j'avais trouvé ça plutôt cool. Une des nouvelles qui m'a aussi pas mal marqué, c'est celle qui met en avant un héros homme qui s'est fait larguer et qui n'arrive pas du tout à se remettre de sa séparation d'avec une jeune femme qui était complètement toxique. Et c'est plutôt cool de voir un petit peu de fraîcheur et d'originalité dans les romances parce que c'est pas souvent le cas. Bon, c'est pas non plus des textes waouh dont je me souviendrai toute ma vie, hein, non. Comme ce sont des nouvelles, c'est plutôt très court et pas forcément très développé, mais pour le coup j'ai trouvé que ça avait la longueur qu'il fallait, il fallait pas plus, il fallait pas moins. Je passais franchement d'assez bons moments avec ces histoires, c'était léger et c'est ce que je voulais. Deuxième sous-catégorie, bonhomme en pain d'épices. Les thématiques qui étaient liées à cette deuxième sous-catégorie, c'était la différence, la tolérance et la communauté LGBTQIA+. J'avais prévu de lire Journal d'un jeune naturaliste de Dara McAnulty, qui est un auteur nord-irlandais. Si j'avais choisi de lire ce titre-là, c'est parce qu'il est lui-même autiste. Donc je me disais que ça allait plutôt bien dans la thématique de la différence et de la tolérance. Malheureusement je n'ai pas lu ce titre là, mais j'ai pas eu le temps et là aussi peut-être pas eu le déclic qui aurait fait que j'aurais eu envie de me lancer là-dedans à ce moment-là, en tout cas à cette période-là. Enfin, troisième et dernière sous-catégorie de ce 5e et dernier menu, elle s'appelait Vitrine de Noël et là il fallait lire plutôt un roman graphique, un manga, une BD, bref un graphique, quelque chose avec des belles images. Et moi j'avais choisi de lire le 5e et dernier tome des Carnets de
Cerise de Joris Chamblin et Aurélie Néré aux éditions Soleil, collection Métamorphose. C'était aussi l'occasion pour moi de terminer une série de BD, donc c'était plutôt cool. Une petite série toute mignonne que je trouve très émouvante, et j'ai beaucoup aimé ce 5e tome dans lequel on en apprend un peu plus sur la famille de Cerise et notamment sur son papa qui était absent jusque là et on ne savait pas trop pourquoi, et là on découvre tout, on a des réponses à toutes nos questions et j'ai trouvé ça super émouvant. Voilà pour ce Cold Winter Challenge. Donc si vous avez tenu les comptes, et moi aussi si je me suis pas trompée, j'arrive à 11 livres lus sur les 16 prévus à la base, qui est quand même très cool. Franchement je suis super contente, je m'attendais pas à en lire autant, d'autant plus que pendant ces 3 mois de challenge j'ai lu d'autres livres hivernaux, notamment Que passe l'hiver de David Brie que j'ai beaucoup aimé, mais aussi Le Château des animaux par exemple en BD. Bref, des titres qui n'entraient pas dans mon Cold Winter Challenge au départ, mais que j'aurais pu comptabiliser à l'intérieur. Avec tout ce que j'ai lu ces 3 mois, j'aurais largement pu modifier des sous-catégories et terminer les 16 livres de ce challenge, mais j'avais envie de me tenir aux livres que j'avais choisis à la base. Donc je suis assez contente de mes lectures, que ce soit en termes de quantité mais aussi de qualité, même s'il y a eu des déceptions un petit peu à l'intérieur, notamment un gros flop avec le Sophie Jobin, mais globalement ça a quand même été des lectures qui étaient soit légères et rafraîchissantes, soit qui m'ont émue, qui m'ont accroché, qui m'ont immergée dans des univers très froids, très enneigés, très voilà, bref. C'était efficace la plupart du temps et donc ça a été 3 mois de challenge vraiment plutôt très positif et j'en suis vraiment très contente et j'espère que l'année prochaine ce sera la même chose, mais je me dis que d'ici l'année prochaine va falloir que je renfloue un petit peu les livres hivernaux de ma bibliothèque, puisque l'année prochaine j'espère bien là encore ne faire entrer dans ma pile à lire que des titres qui sont plutôt en lien avec le froid, l'hiver, Noël, parce que vraiment j'ai envie de lire ce genre de livres en hiver. Il me reste encore quelques mois pour acquérir quelques livres qui pourront entrer dans mon Cold Winter Challenge de l'année prochaine. Je voudrais revenir très vite sur le 2e challenge que j'ai donc terminé, qui a eu lieu au mois de mars. C'était un challenge sur un seul mois, c'est un challenge qui se déroule tous les ans, qui est organisé par des Irlandaises. Cette année elles n'étaient plus que 2, Liane et Ifa, je vous mettrai les liens de leur chaîne YouTube en description de la vidéo. En tout cas je prends toujours super plaisir à découvrir les menus qu'elles nous concoctent chaque année. Donc là elles avaient mis en place 7 petits défis à relever. Le 7e je ne vous en parlerai pas, il s'agit de lire un livre qu'elles choisissent elles-mêmes et elles organisent un book club. Souvent c'est un livre qui n'existe pas du tout en français puisque c'est une nouveauté qui est sortie en Irlande quelques mois précédents, enfin quelques mois avant. Je suis désolée, je suis mal installée, j'ai mal aux jambes, j'avais les jambes pliées et je suis plus faite pour rester des heures en tailleur, je suis trop vieille maintenant. Donc je gigote un peu, mais j'espère que là ça va aller, je suis plutôt plus ou moins bien réinstallée. Donc voilà, le 7e défi, je ne vous en parlerai pas. En revanche, j'avais choisi 2 livres pour remplir les 6 autres défis, ce qui faisait donc 12 titres. Alors évidemment, j'allais pas lire les 12 livres pendant ce mois de mars, c'était impossible. Ça me faisait une petite pile dans laquelle piocher. Je vais pas vous présenter tous les livres que j'avais choisi de lire parce que ça serait trop long. En revanche, je vais vous présenter les livres que j'ai lus. J'ai donc lu pour le premier défi qui était de lire un livre de non-fiction, un livre qui n'est pas vraiment de la littérature irlandaise puisque l'autrice est irlando-américaine ou américano-irlandaise, je ne sais pas comment on dit. Donc je fais entrer ce livre là dans ce défi et en plus c'est un livre que Jason m'a offert à Noël, donc il ne pourra plus dire que je ne lis pas les livres qu'il m'offre. Voilà. Il s'agit donc de American Predator de Maureen Callahan aux éditions Sonatine, qui n'est pas du tout, qui n'est pas un roman, qui est une enquête journalistique qui va s'attarder sur un prédateur américain qui a été appréhendé en 2012, donc c'est assez récent. Personnellement, c'est un tueur en série que je ne connaissais absolument pas, qui est assez étrange puisqu'il a quand même plusieurs victimes à son actif et surtout qu'il avait une façon de faire assez particulière et que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait fait beaucoup plus de victimes. Et on le comprend en arrivant à la fin de ce livre-là, il a fait, si ça se trouve, beaucoup plus de victimes qu'on
qu'on l'a découvert, parce qu'évidemment on ne découvre jamais tous les corps et on n'a pas forcément toujours toutes les preuves qui relient un meurtrier à ses victimes. On ne peut que supputer qu'il a fait des dizaines et des dizaines de victimes sur son passage. En tout cas, le tueur en série qui est présenté ici, c'est Israel Keyes, qui est un homme en dehors de tout soupçon, un père de famille, voilà, qui avait pas forcément d'antécédents, enfin en tout cas il avait jamais été arrêté pour quoi que ce soit, et quand il est arrêté et qu'on découvre ce qu'il a fait, ça a été un gros choc pour tout le monde. Ça débute en Alaska, l'enquête va se dérouler un peu alors pas dans tous les états des États-Unis, mais dans beaucoup d'états, puisque la particularité de ce tueur en série, c'est qu'il voyageait aussi énormément, qu'il passait d'état en état, et donc ce qui perd aussi souvent les enquêteurs, et qui montre aussi les limites des polices, des différentes factions de police, FBI, etc. aux États-Unis, c'est que malheureusement, les différents corps de police et de forces de l'ordre aux États-Unis ne communiquent pas forcément très bien entre les États et entre les différentes corporations, et donc c'est pas toujours évident de relier plusieurs crimes à un même tueur en série. J'ai apprécié découvrir cette enquête très documentée, très poussée, très détaillée. En revanche, contrairement à Ne dis rien de Patrick Radden-Keefe, qui là aussi était une enquête journalistique qui m'avait prise aux tripes, qui était écrite vraiment de façon très fluide, j'étais vraiment entrée dans l'histoire comme si je lisais un thriller. C'est un petit peu ce qu'il y avait décrit sur le bandeau d'ailleurs de ce livre de poche. Là aussi je vous invite à aller voir ma vidéo top si vous voulez voir ce que j'ai pensé de ce titre là, de cette enquête journalistique. Là c'est très froid, c'est très factuel, c'est très journalistique effectivement, c'est très neutre. Alors c'est bien que ce soit neutre, hein. J'apprécie que l'autrice ne prenne pas du tout parti et qu'il n'y ait pas de sensationnalisme, ça c'est sûr, qu'elle ne fasse pas pleurer dans les chaumières, qu'elle n'idéalise pas ce serial killer. C'est un petit peu le risque à chaque fois de mettre trop en avant le tueur en série et pas assez les victimes. Là voilà, c'est assez neutre, il y a du respect pour les victimes, donc ça c'est cool, et en même temps c'est très factuel, très froid, et donc c'est pas très fluide. Il vaut mieux être prévenu, ça se lit pas comme un thriller, hein. Ça se lit pas aussi bien qu'un thriller, mais en même temps ça a un côté assez passionnant mine de rien, même si c'est toujours bizarre de dire ça quand on parle de tueurs en série, mais c'est très précis, c'est très détaillé, et on voit très bien, je trouve, la problématique des différents états, des différentes corporations de forces de l'ordre, ce côté administratif, judiciaire qui fait traîner les choses. C'est hyper bien décrit là-dedans et on comprend mieux pourquoi les choses traînent toujours, mais c'est pas forcément hyper facile à lire. Le deuxième défi, c'était de lire un livre irlandais plutôt destiné à un public d'enfants, donc là j'ai joué vraiment la facilité et j'ai choisi Les Monsieur et Madame en Irlande par Roger Hargreaves aux éditions Hachette Jeunesse. Donc ça fait partie de la collection des Monsieur et Madame, hein, comme vous vous en doutez, et là ça se passe en Irlande comme le titre l'indique. C'est plutôt drôle, c'est très cliché hein, parce qu'on passe d'un endroit à l'autre en Irlande et on voit les lieux les plus touristiques, les habitudes des Irlandais, le pub, la danse, la musique, voilà, donc c'est plutôt drôle, c'est vraiment un clin d'œil, c'était la blague pour ce challenge irlandais 2022. Le troisième défi, c'était de lire un livre, donc irlandais hein, toujours comme d'habitude, qui soit se passe dans les années 20, soit a été publié, écrit dans les années 20. Alors là j'avais choisi, comme pour les autres catégories de titres, mais j'en ai lu aucun, j'ai pas eu le temps, donc bon tant pis, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Le quatrième défi, c'était de lire un livre qui avait déjà été lu par une des organisatrices, et moi j'avais choisi de lire un livre que Liane Rose avait présenté, il me semble, il y a 2 ou 3 ans et que j'avais acheté sous ses conseils. Donc un livre en anglais, The Love Story of W.B. Yeats and Maud Gonne de Marjorie Brady aux éditions Mercier Press. Donc un petit livre en anglais, c'est de la biographie hein, pure et dure, une biographie comparée, parallèle, qui parle des vies de Yeats et Gonne. Donc Yeats qui était un poète irlandais et Gonne qui était une militante activiste irlandaise. Je connaissais finalement assez peu leur histoire à tous les deux puisqu'ils se sont croisés. Il y a plus ou moins eu une histoire entre eux, une histoire assez... Alors je peux pas dire torturée parce qu'en fait Yeats est amoureux de Maud Gonne pendant des décennies, je pense 50 ans. Ça a jamais dépassé le stade du baiser, où il y a peut-être eu une relation sexuelle un jour, mais vraiment on n'est même pas sûr. Le plus
a priori qui se serait passé entre eux, ce serait de l'ordre du baiser, plus de l'ordre du baiser spirituel qui était plus pour nouer un lien un peu presque mystique plutôt qu'un baiser vraiment amoureux, en tout cas du côté de Maud Gonne, qui elle a vraiment, je pense qu'on peut le dire, hein, utilisé l'amour que lui portait Yeats pour développer un petit peu son réseau et l'aider dans sa politique, dans son activisme militant. Et Yeats, c'est une personnalité que je trouve super intéressante. Je le connaissais pas tellement, j'avais quelques bribes. Je me sens assez proche de lui finalement. J'ai l'impression qu'on a pas mal d'idées en commun. Et c'est vraiment la confrontation finalement entre deux personnalités qui s'opposaient presque. Yeats, c'est vraiment le poète qui était né, qui avait grandi dans le folklore irlandais, donc avec ses histoires de fées, de petits peuples, et qui lui avait envie d'ouvrir l'Irlande et de retrouver la culture irlandaise, de faire face à la culture britannique, mais grâce aux arts, grâce à la culture. Donc pour lui l'important c'était la poésie, c'était le théâtre, c'était l'art en général, alors que Maud Gonne, elle, pour contrer la culture britannique, elle ne voyait qu'une chose, c'était le conflit armé assez violent. Et donc c'était deux façons de voir, deux convictions assez opposées, et d'ailleurs ça a créé quelques tensions entre deux et on le découvre dans cette biographie. C'est écrit en anglais mais j'ai trouvé que c'était plutôt abordable, enfin j'ai pas un super niveau d'anglais mais franchement j'ai plutôt compris tout ce que j'ai lu, enfin je crois que j'ai pas fait complètement de contresens, je l'espère. Il y a quelques mots que j'ai dû chercher dans le dictionnaire parce que vraiment je les connaissais pas, mais globalement je m'en suis plutôt bien sortie. Si c'est deux personnalités qui vous interpellent, bah, je vous invite à lire cette petite biographie qui est assez intéressante et qui donne envie d'aller voir encore plus loin. Le cinquième défi qui était lancé par les deux organisatrices, c'était de lire un livre qui se passait en Irlande du Nord. Et là c'est un livre que j'ai terminé ce matin, donc un petit peu en dehors des clous. J'ai mis un petit peu le temps à le lire parce que c'est un titre qui est pas si facile que ça à aborder. C'est Les Lanceurs de Feu de Jan Carson aux éditions Sabine Westpizer. Donc c'est un titre, je vous avoue que je pense que je vais pas vous en parler beaucoup parce que j'ai pas encore assez de recul sur ma lecture et j'arrive pas à dire si j'ai aimé ou pas en fait. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées à l'intérieur et d'autres qui m'ont pas dérangé, hein. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, mais qui m'ont peut-être fait sortir un petit peu du récit. Ah là là les gars, on est mal barrés. Je pense que j'ai comme une sciatique, j'ai mal en haut de la fesse, dans le bas du dos, je sais pas comment me mettre. Les Lanceurs de Feu, donc ça se passe en Irlande du Nord, ça se passe à Belfast exactement, donc la capitale de l'Irlande du Nord, et ça se passe en 2014 exactement. On va suivre l'histoire de deux pères, donc en parallèle on a deux sortes de chapitres différents. Les deux pères habitent dans l'est de Belfast, donc plutôt dans le quartier protestant de la ville, et en fait il faut savoir que tous les ans, depuis des dizaines et des centaines d'années maintenant, au mois de juillet vous avez ce qu'on appelle le défilé orangiste, donc le défilé protestant, et qui occasionne à chaque fois beaucoup d'émeutes et de grands feux. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que le jour du défilé c'est le 12 juillet, mais quelques jours avant vous avez des grands feux qui sont allumés partout en ville. Si je dis qu'il y a des émeutes généralement, c'est que c'est ce genre d'événement qui ranime un petit peu les tensions qu'il peut y avoir entre catholiques et protestants. Ça c'est ce qui se passe en fond. Un des pères s'appelle Sammy, va se rendre compte que celui qui est l'instigateur de ces grands feux, celui qui a publié des vidéos sur les réseaux sociaux pour envenimer les choses, et ben c'est son fils. Son fils Marc, qui est un garçon qui est très étrange depuis son enfance, qui a toujours eu un côté un peu asocial, voire limite sociopathe. Et en fait, ce père, il se demande s'il n'est pas responsable de ça, parce que lui-même, dans sa jeunesse, dans les années 70-80, donc pendant les troubles en Irlande du Nord, il a fait des choses vraiment pas très très jolies. Il nous raconte ça, en fait. Donc, lui, côté protestant, il a brutalisé et tué des catholiques. Il reconnaît la violence et la cruauté dans les yeux de son fils. Il se demande s'il n'est pas responsable de ça, et ça le rend malade. Et il se pose beaucoup de questions. Donc, on a d'un côté ce père et ce fils, et de l'autre on a un autre père qui est un peu plus jeune, qui lui est médecin. Un jour qu'il est d'astreinte, un soir, il reçoit un coup de fil. Il y a une patiente qui appelle, qu'il ne connaît pas, qui lui dit que il faut absolument qu'il vienne la voir parce qu'elle est en train de mourir. Donc il répond à cet appel, à ce chant de sirène, et il va dans l'appartement de cette jeune femme, et finalement ils vont rester plusieurs mois ensemble, et de cette rencontre un peu étrange va naître une petite fille. Dès le jour de la naissance, la mère s'enfuit. Le père, nouvellement, nous dit qu'il a peur de sa
petite fille qu'il baptise Sophie parce qu'il a peur qu'elle ait pris les caractéristiques surnaturelles de sa mère, qui est donc une sirène, et il a peur qu'en grandissant, sa petite fille apprenne à parler, tente les hommes et, comme les sirènes de la mythologie, tue les personnes autour d'elle. Donc lui aussi, il se place vraiment en père, il sait pas ce dont sa fille aura hérité de lui, ce dont sa fille aura hérité de sa mère, quelle sera sa dangerosité, il sait pas comment réagir à ça en fait, à ce petit bébé qui arrive comme ça dans sa vie et qui est assez étrange, et il va faire la rencontre de Samy et leurs situations vont un petit peu être mis en parallèle. Alors je vous dis ça mais en même temps ils se rencontrent pas très souvent, hein. Finalement les deux histoires ne se recoupent pas énormément, on a vraiment deux paternités différentes, donc j'ai aimé toutes les réflexions autour de la paternité, j'ai trouvé ça très juste la plupart du temps, très beau, très intense, ça m'a beaucoup touchée à beaucoup de moments. Et j'ai surtout beaucoup aimé le côté très réaliste de Samy et de son fils Marc, tout ce qu'on nous raconte sur le terrorisme. En revanche, le côté réalisme magique de cette sirène qui atterrit dans la vie du médecin qui s'appelle Jonathan, j'ai oublié de vous le dire, et de cet enfant un peu extraordinaire qui semble avoir des pouvoirs étranges, ou peut-être, on ne sait pas en fait, c'est un petit peu le doute, hein, c'est ça qui terrorise Jonathan. Et bah ce réalisme magique a pas trop fonctionné sur moi, alors je me doute bien que derrière tout ça, c'est la métaphore en fait, hein, de cette femme qui est entrée dans sa vie, qui l'a séduite, et il a répondu à ce chant comme un chant de sirène, il a été vraiment envoûté, il est tellement terrorisé par cette nouvelle paternité qu'il le voit presque un monstre en sa fille, donc j'imagine bien que c'est une métaphore, hein, de tout ça, mais quand même, j'ai trouvé ça assez étrange. C'est pas une lecture facile, hein. Il y a quand même un style, et de toute façon chez Sabine Westpizer, je trouve qu'à chaque fois c'est pas des textes légers et qui vident la tête, hein. Non, c'est vraiment des textes qui demandent une participation du lecteur, hein. Il faut s'impliquer dans sa lecture. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'est un texte étonnant. Le dernier défi de ce Irish Readathon 2022, c'était de lire un livre irlandais vert. J'en avais choisi deux, j'en ai lu aucun des deux. En revanche, pendant ce mois de mars, enfin au début de ce mois de mars, j'ai terminé un livre que j'avais commencé à la toute fin du mois de février, un titre irlandais, que je devais lire normalement au mois de février pour le book club de Charlotte Parlotte, mais comme j'étais en retard, comme d'habitude, finalement je ne l'ai commencé que la toute fin du mois de février et je l'ai lu au tout début du mois de mars, mais je ne l'avais pas fait rentrer dans ma liste de The Irish Readathon, mais comme c'est un titre irlandais, je me dis que bon, bah, je peux quand même le comptabiliser dedans. Il s'agit de Ali irlandaise de Joseph O'Connor, aux éditions Pour moi Robert Laffont, collection Pavillon Poche. C'est la première fois que je lis Joseph O'Connor. Complètement stupidement, j'avais l'impression que ça allait être un style assez compliqué, assez aride, assez dur, et en fait mais pas du tout. J'ai trouvé ça très beau, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, qui est assez étrange aussi, hein, quand même, et qui ne laisse pas indemne à mon avis. En fait le texte est vraiment séparé en deux parties et la deuxième partie est vraiment hyper surprenante, mais moi j'ai trouvé ça super intense et j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour la petite anecdote, Joseph O'Connor c'est le frère de Sinéad O'Connor, la chanteuse, qui a souvent fait parler d'elle il y a quelques années. À l'irlandaise, on va suivre là aussi une histoire de paternité, décidément, c'est les liens filiaux, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même pas mal développé dans la littérature irlandaise. La famille de façon générale c'est quand même assez présent dans la littérature irlandaise et généralement ce sont des liens qui sont très forts, qui sont très intenses et généralement ça me plaît assez. Et là ça a été le cas. Donc on va suivre un père qui s'appelle Liam qui, on le comprend, va assister au procès des agresseurs de sa fille. Sa fille en fait étudiante travaillait dans une sorte de supérette et un soir, il me semble que c'est un soir, il y a eu une agression. 4 jeunes hommes qui sont entrés dans la supérette, qui voulaient récupérer l'argent, hein, braquer tout simplement, et qui finalement ont eu un accès de violence et ont tabassé la jeune fille, mais l'ont tabassée quasiment à mort, puisque à la suite de ça, elle est dans le coma, elle est à l'hôpital. Donc là c'est le procès des 4 agresseurs. Alors c'est terrible au début, franchement, quand on voit ce procès, les avocats, les procureurs qui sont d'une neutralité, même presque d'une froideur par rapport à ce qui est arrivé à cette jeune femme, et le père mais reçoit cette froideur, mais ça doit être horrible, hein, d'être proche d'une victime et de recevoir ça au tribunal, mais j'imagine même pas comme ça doit être horrible de recevoir ça. Et surtout il reçoit l'ironie et le contentement des agresseurs qui ont aucun remords, et notamment l'un d'eux qui s'appelle Quinn. Ce Quinn va s'enfuir et les forces de police a priori vont pas réussir à le rattraper.
Donc c'est vraiment horrible pour ce père qui ne peut pas avoir de justice pour sa fille qui est dans le coma. Le père est complètement désœuvré parce qu'il a l'impression que la justice va pas être rendue pour lui. Donc il va se mettre en tête de partir en chasse de ce jeune homme et de faire justice lui-même. Je vais vous passer pas mal de détails et je veux pas tout vous raconter non plus, mais dans la deuxième partie de l'histoire, il va retrouver Quinn, il va se faire le bourreau de l'agresseur de sa fille et s'en suivent des scènes absolument terribles, cruelles, une crudité absolue. Ensuite il y a un retournement de situation, enfin je vous dis pas tout, c'est assez dur à lire, en même temps hyper intense, hyper intéressant dans la psychologie des personnages. Je peux pas trop vous en dire sinon je vais vous spoiler, mais j'aimerais bien, si quelqu'un l'a lu, pouvoir en parler parce que moi j'ai eu l'impression d'avoir fait une lecture un petit peu différente de ce qui se passe. J'ai pas pris ce qu'on nous raconte au premier degré, je sais pas trop comment le raconter sans spoiler. Moi j'ai une interprétation un petit peu différente de ce qui se passe dans la deuxième partie et surtout du dénouement. Voilà, donc bon, c'est pas du tout clair pour ceux qui l'ont pas lu, mais je suis désolée, je ne peux pas vous en dire plus. C'est une histoire de paternité, de pardon, c'est beau dans la cruauté en fait. Ça m'a donné vachement envie de lire d'autres livres de Joseph O'Connor et j'en ai d'autres dans ma bibliothèque et je n'hésiterai pas à en lire d'autres. Voilà pour The Irish with Dawson. Donc en fait dans ma pile initiale j'en ai lu 4, bon 3 en fait parce que celui-là c'était un petit peu la blague, donc c'est pas énorme et puis bon bah je peux ajouter celui-ci quand même qui était pas dans ma pile à lire de départ mais qui entre quand même parfaitement dans The Irish with Dawson, même si je l'ai pas associé à un défi. Donc pas vraiment de coup de cœur dans ces lectures irlandaises, mais des lectures vraiment marquantes, un peu dérangeantes, un peu étranges, intenses, vraiment des titres que je pense je garderai assez longtemps en moi. J'espère que ce sera la même chose en 2023, enfin en tout cas j'attendrai pas le mois de mars 2023 pour continuer mes lectures irlandaises, je n'hésiterai pas à en faire d'autres dans les prochains mois, d'autant plus que nous partons très bientôt pour notre road trip irlandais, donc ça me donne encore plus envie de lire de la littérature irlandaise. D'ailleurs en parlant de ça, l'une de vous, Kali, si tu te reconnais, si tu passes par là, merci à toi, m'a demandé si je serais ok pour faire une vidéo, pourquoi pas, pour présenter un petit peu l'organisation de notre road trip, comment on choisit nos étapes, comment on réserve, comment on fait notre sac, enfin bon, ce genre de choses. C'est vrai que c'est une organisation assez folle, enfin moi j'adore ça, hein. Je pense que si un jour je devais me reconvertir en organisatrice de voyage, je serais trop contente. J'adore fouiller, trouver les hébergements, trouver les déplacements en train, en bus, en avion, comparer les prix, voir ce qui sera le plus intéressant, voir ce qu'il faut visiter, quelles étapes faire à pied, etc. Donc si ça vous intéresse, ben pourquoi pas. Je sais pas si ça sera facile d'expliquer comment je fais. Je peux essayer de faire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère bien amener mon appareil photo et mon téléphone, évidemment, pendant notre voyage, essayer de prendre plein de photos et des vidéos, je l'espère, pour pouvoir vous faire un petit montage, comme toutes les fois précédentes où je pars en voyage. Et là, étant donné qu'on a prévu pas mal de centaines de kilomètres à pied de randonnée avec le sac à dos, je pense qu'on va avoir vraiment des choses magnifiques. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite de très très belles futures lectures. Je vous dis à bientôt pour je ne sais quelle vidéo, selon l'envie, selon le temps. Et bah, prenez soin de vous. Salut!